collaborative que j'ai menée sur la réinstallation des réfugiés syriens dans la ville de Gatineau. Il s'agit d'une recherche collaborative, donc à laquelle ont collaboré les principaux intervenants qui ont été impliqués dans la réinstallation des réfugiés syriens à Gatineau à travers le comité consultatif de mon projet de recherche. Gatineau, c'est l'une des 14 villes désignées par le gouvernement pour accueillir des réfugiés. Donc, elle a participé à l'opération visant les réfugiés syriens lancée par le gouvernement fédéral en novembre 2015. Et entre 2016 et 2015, elle a accueilli plus de 400 réfugiés syriens, dont les 2 tiers environ étaient pris en charge par l'État et l'autre tiers parrainés par la communauté, c'est-à-dire des organismes à but non lucratif et des groupes de 2 à 5 individus. Les objectifs de mon projet de recherche étaient essentiellement de faire un portrait de la réinstallation des réfugiés syriens accueillis à Gatineau sur différents plans, le logement, la francisation, l'emploi, les interactions sociales, le sentiment d'appartenance, les plans d'établissement à long terme, et de comprendre les facteurs qui ont favorisé versus entravé leur installation, leur résilience et du coup leur insertion dans le contexte de Gatineau pour, en bout de ligne, faire des recommandations visant à bonifier l'offre de services. Lorsqu'on a mené l'étude, il y a un petit nombre, et j'insiste, un petit nombre de points de vue divergents entre les acteurs qui ont fait surface concernant la bonne façon de faire la réinstallation. Et ce sont de ces dissensus-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Et puis, je précise d'entrée de jeu que l'opération de réinstallation de réfugiés syriens à Gatineau s'est bien déroulée de façon générale. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient connaître les résultats du bilan que j'ai mené, le rapport de recherche est disponible sur mon site Web. Je pourrai tout à l'heure mettre le lien à mon rapport de recherche dans le chat. Mon objectif aujourd'hui, c'est plutôt de donner l'occasion aux points de vue divergents qui ont émergé dans mon étude, de leur donner l'occasion de s'exprimer plus librement et puis de dialoguer entre eux. Les dissensus concernent essentiellement, donc, ce que je disais, la bonne façon de faire la réinstallation et la bonne façon, ce que j'entends par la bonne façon, c'est celle qui va favoriser la résilience et l'insertion des réfugiés, mais également la résilience de ceux, des personnes qui les soutiennent. Il y a 3 principales dissensions qui ont émergé. La place des bénévoles dans l'architecture des services de réinstallation, le soutien du gouvernement municipal à des groupes monoethniques et l'approche de prise en charge des réfugiés parrainés par l'État. Pour situer les divergences de point de vue, je vais d'abord vous décrire très brièvement le contexte gatinois et les approches théoriques et méthodologiques qu'on a utilisées dans notre étude plus large. Donc, Gatineau, c'est la 4e plus grande ville du Québec avec une population d'un peu plus de 3 300 habitants selon le dernier recensement qui date quand même maintenant de 2016. La ville possède le 2e taux le plus élevé d'immigrants nouvellement arrivés de la province, donc juste après Montréal. Une particularité de Gatineau, c'est qu'elle est située à la frontière d'Ottawa, une ville qui est 3 fois plus grande que Gatineau et où la langue anglaise prédomine et dont également la proportion de la population issue de l'immigration est plus élevée qu'à Gatineau. Donc, il y a des dynamiques transfrontalières fluides entre Gatineau et Ottawa, notamment sur le plan commercial et le plan de l'emploi. Mais les nouveaux arrivants à Gatineau ne peuvent pas bénéficier de l'infrastructure d'accueil et d'accompagnement qui est située à Ottawa et qui est beaucoup plus développée que celle qu'on a à Gatineau. À Gatineau, il n'y a qu'un seul organisme mandaté par le gouvernement pour accueillir et installer les réfugiés pris en charge par l'État.
Donc, dans le cadre de notre grand projet de recherche, on a eu recours au concept de résilience sociale pour tenter de comprendre comment les ressources sur lesquelles les réfugiés peuvent compter dans leur milieu, les ressources humaines, les politiques, les services, et j'inclus ici le type de parrainage, ainsi que le contexte local le contexte local dans lequel ils évoluent que je viens d'évoquer. Comment tout ça, ça peut faciliter, soutenir, renforcer leur trajectoire de réinstallation et de là, identifier des domaines, des aspects qui pourraient être améliorés. Au plan méthodologique, on a utilisé un devis mixte séquentiel intégré, c'est-à-dire qu'on a simplement mené à partir de mars 2019 un sondage auprès des familles de réfugiés syriens arrivés entre 2016 et 2018. Ensuite, à l'automne 2019, on a mené 16 entretiens semi-dirigés auprès d'intervenants les ayant accompagnés pour élucider certains résultats du sondage qu'on avait mené au préalable et également pour connaître le point de vue des praticiens et de comprendre leur propre expérience avec les familles de réfugiés. Et suite à l'analyse des entretiens semi-dirigés, on a amorcé notre troisième et dernière collecte de données en janvier 2020 qui a consisté à mener des entretiens semi-dirigés, mais cette fois auprès des familles de réfugiés elles-mêmes pour enrichir notre compréhension de leur expérience et puis pour clarifier certains des résultats, encore une fois, du sondage et des entretiens qu'on avait menés avec les intervenants. On a dû mettre fin à nos entretiens en mars 2019 en raison de la pandémie, après avoir pu rencontrer les hommes et les femmes adultes de 8 familles. Je vous présente maintenant les 3 grands dissensus qui ont fait surface lors de notre étude. Le premier concerne donc la place des bénévoles dans l'architecture des services de réinstallation. Les bénévoles, en dehors des groupes de parrainage, étaient très nombreux. Ils se comptaient par centaines lors de la grande arrivée des réfugiés syriens à Gatineau à l'hiver 2016, qui étaient si nombreux, en fait, que l'organisme communautaire mandaté par le gouvernement pour accompagner les réfugiés, que l'organisme en question était littéralement submergé et ne réussissait pas à organiser tout ce monde-là et à mettre à profit l'énergie et l'enthousiasme des volontaires. Et les volontaires, les bénévoles se rendant compte que l'organisation était insuffisante, d'une part, et d'autre part, dans l'objectif de mieux contrôler les opérations qu'ils voulaient mener, il y a des groupes de bénévoles qui ont décidé d'œuvrer de façon autonome, c'est-à-dire sans être chapeautés par l'organisme mandaté par le gouvernement. Ils ont, par exemple, de façon autonome, distribué des vélos, des tablettes, des ordinateurs usagés remis en état aux familles. C'est ce qu'on voit la photo ici, là, en bas. C'est ça, c'est une opération où on a remis en état des vélos et qu'on a ensuite distribué aux familles. Et peut-être de façon encore plus importante, il y a des groupes de bénévoles qui ont offert un soutien à la francisation à domicile, axé sur la vie quotidienne et un soutien là, qui était assez important. L'un des problèmes auxquels les groupes de bénévoles indépendants ont fait face, c'était de se faire connaître, c'était de faire connaître leur existence aux familles de réfugiés. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, l'organisme mandaté n'acceptait pas de fournir ni les coordonnées des réfugiés au groupe de bénévoles indépendants, ni les coordonnées des groupes de bénévoles indépendants aux réfugiés. Donc, les volontaires indépendants devaient se fier au système de bouche à oreille entre les familles de réfugiés pour se faire connaître. Ça a eu pour conséquence d'accroître le travail des bénévoles, tenter de se faire connaître, et d'autre part, de manquer probablement des familles qui n'étaient pas en contact avec les réseaux dans lesquels eux évoluaient. Du point de vue de l'organisme mandaté, les groupes de bénévoles indépendants n'avaient pas la légitimité requise
pour que les coordonnées soient transmises. Parce qu'il n'y avait pas de statut officiel, parce que les groupes de bénévoles n'avaient pas de statut officiel, et parce que l'organisme n'avait pas l'assurance que les bénévoles étaient dignes de confiance et qu'ils avaient les compétences humaines requises. Pour ces raisons-là, mais également parce que l'organisme mandaté avait ses propres bénévoles, parce qu'il y a plusieurs bénévoles qui sont quand même restés avec l'organisme, l'organisme, lui, trouvait qu'il n'était pas souhaitable d'informer de façon formelle les familles de réfugiés de l'existence de groupes de bénévoles indépendants. Ces tensions-là posent la question du rôle et de la place des groupes de bénévoles indépendants dans l'architecture des services d'accompagnement, particulièrement lorsqu'une arrivée massive de réfugiés suscite une grande mobilisation citoyenne, comme ça a été le cas ici. Comme les groupes de soutien naissent souvent de façon spontanée et qui ont une vie éphémère, le temps de répondre aux besoins criants, il n'est pas réaliste d'exiger d'eux qu'ils se constituent en un organisme sans but lucratif avant de lancer leurs opérations. En d'autres mots, ça pose la question de comment fonder la légitimité de ces initiatives-là sans freiner leur élan, étant donné qu'elles contribuent indéniablement à renforcer la résilience des réfugiés. Et ça, c'est bien documenté dans mon rapport de recherche que ces initiatives-là ont vraiment fait un travail extraordinaire. Le deuxième dissensus concerne le soutien du gouvernement municipal à des groupes mono-ethniques. Donc, comme vous le savez probablement, puis comme Mireille en parlait déjà, les administrations municipales, même des petites et moyennes villes, sont de plus en plus interpellées à agir en matière d'inclusion. Lors de l'opération visant les réfugiés syriens, la ville de Gatineau a joué un rôle actif. En fait, elle a été plus active qu'elle ne l'avait jamais été dans l'accueil des réfugiés. Elle était membre du comité d'accueil créé pour l'opération visant les réfugiés syriens, un comité qui regroupait tous les acteurs de première ligne impliqués dans la réinstallation. Elle a joué un rôle de coordination et un rôle de liaison auprès d'eux. Elle a entre autres encadré les communications publiques relatives à l'arrivée des familles et des réfugiés à Gatineau. Elle a veillé à ce qu'un message et des informations soient transmises aux citoyens. Elle a par exemple créé un document d'information qui a été utilisé par le centre d'appel non urgent 311. Qui a été aussi mis en ligne sur son site, puis sur le site de l'organisme mandaté. Un autre document, foire aux questions. Et elle a aussi soutenu les acteurs de première ligne dans la préparation de leurs activités et elle a organisé en parallèle des activités complémentaires aux leurs. Elle a par exemple collaboré avec Centraide Outaouais à canaliser l'énergie et l'enthousiasme de nombreux citoyens qui voulaient contribuer en organisant 2 journées de collecte de dons matériels auxquels un très grand nombre de citoyens ont répondu. Malgré tout cela, il y a certains citoyens qui auraient souhaité que la Ville en fasse encore plus. Ils souhaitaient que la Ville organise des activités de rapprochement culturel destinées aux réfugiés syriens et qu'à défaut de le faire, qu'elles soutiennent à tout le moins les bénévoles qui étaient prêts à en organiser en leur procurant un soutien financier ou du matériel. Par exemple, il y a des groupes de bénévoles qui ont organisé une sortie, un match d'hockey, comme on voit ici là, sur la photo du bas, un match d'hockey de l'équipe locale de Gatineau. Ils ont organisé une visite au Parlement canadien, des sorties au cinéma, un spectacle de valorisation culturelle qu'on voit ici sur l'image à droite. Et là, je vous en nomme que quelques-uns. Or, la Ville refusait de soutenir ce genre d'activité-là parce qu'elle a pour politique de financer des activités qui s'adressent à tous les groupes ethniques et pas seulement à un groupe en particulier,
comme c'était le cas ici, c'est-à-dire exclusivement aux Syriens. La question de savoir si les villes devraient soutenir le financement des associations ethnoculturelles monoethniques, elle n'est pas nouvelle. Elle déborde aussi le cadre municipal et puis elle interpelle les autres paliers de gouvernement. Et au cœur des hésitations municipales et des autres paliers de gouvernement se trouve généralement la crainte de discriminer entre des groupes ethniques et aussi de favoriser le repli identitaire des groupes ethniques ciblés. Cette position-là qui peut être fondée peut néanmoins poser problème lorsque certains groupes d'immigrants qui ont des besoins particuliers et que des activités qui leur seraient dédiées pourraient favoriser leur résilience. Le dernier dissensus dont je veux vous faire part concerne l'approche de prise en charge des réfugiés parrainés par l'État. L'organisme mandaté pour accueillir et réinstaller les réfugiés parrainés par l'État à Gatineau a une longue feuille de route de 40 ans. Et l'idée que l'intégration est un processus bidirectionnel comportant des obligations autant pour la société d'accueil que pour les nouveaux arrivants est au cœur de sa philosophie d'accompagnement. D'une part, la société d'accueil doit veiller à offrir aux nouveaux arrivants un environnement inclusif et bienveillant dans lequel ils vont pouvoir accéder à diverses ressources et services qui vont favoriser leur intégration. Mais d'autre part, les nouveaux arrivants doivent prendre les rênes de leur intégration et investir dans leur réinstallation en tirant profit des ressources et des services qui sont mis à leur disposition. Donc, on sait que cette perspective-là fait largement consensus dans les milieux académiques et pratiques, mais son opérationnalisation peut être sujette à débat. Pour l'organisme mandaté, il est important de montrer aux réfugiés parrainés par l'État comment faire les choses d'eux-mêmes pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes à l'issue de leur période de parrainage, c'est-à-dire à l'issue des 12 mois. Il y a d'autres intervenants qui, eux, jugeaient que les réfugiés parrainés par l'État avaient dû se débrouiller trop par eux-mêmes, trop rapidement, et plusieurs réfugiés parrainés par l'État partageaient ce point de vue-là et se sont sentis livrés à eux-mêmes, et ça ressort très clairement dans mon rapport. L'un des risques à accompagner trop étroitement les réfugiés, c'est en effet qu'ils ne développent pas leur indépendance, mais par ailleurs, l'un des risques à viser l'indépendance trop tôt, c'est que les réfugiés peuvent alors se tourner vers d'autres sources, la famille, les amis, la communauté, qui ne seront pas forcément en mesure d'aussi bien les accompagner. Donc, en d'autres mots, le risque, c'est que les réfugiés restent en fait dépendants, mais dépendants d'une personne moins compétente en matière de réinstallation que les agents d'accompagnement de l'organisme. Donc, cette tension-là, elle pose la question du bon équilibre et de la bonne stratégie pour arriver à développer leur autonomie. Donc, je conclurai rapidement. Je n'ai pas de diapo pour ma conclusion parce qu'en fait, elle est vraiment provisoire et préliminaire. Mais je dirais que les 3 dissensus renvoient tous à une situation où il y a des ressources et des ressources et des services qui n'ont pas été offerts à des réfugiés. Dans le premier cas, c'est des biens matériels, c'est des activités sociales, c'est de l'accompagnement de la part de bénévoles dont n'ont pas bénéficié des familles qui n'étaient pas réseautées avec eux. Dans le deuxième cas, c'est des activités de rapprochement interculturel qui n'ont pas eu lieu. Et dans le troisième cas, c'est un accompagnement plus soutenu des réfugiés syriens après leur réinstallation immédiate. Or, on peut penser que
ressources-là et ces services-là auraient contribué à renforcer la résilience des réfugiés syriens. Par ailleurs, là, comme on l'a vu, c'est l'accès à ces services-là et puis la prestation de ces services-là comporte son lot d'effets indésirables. Il peut y avoir des enjeux de sécurité, de compétences, des enjeux de coûts pour l'organisme à gérer tous ces bénévoles-là, des enjeux de discrimination, de dépendance envers les services. Mais je pense qu'il y a lieu de se demander s'il n'y a pas une façon d'articuler, d'organiser les choses pour ne pas priver les réfugiés de ces ressources et de ces services-là dont ils pourraient, je pense, grandement bénéficier, tout en essayant de limiter et puis de réduire les inconvénients. Donc, je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Annick. Et puis là, j'ai très hâte d'entendre Frédéric Dejean de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui lui va nous parler du cas de Montréal et des églises et d'autres organismes